Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici aujourd'hui pour cette deuxième séance de cours sur le calcul sécurisé. Et donc aujourd'hui, et la semaine prochaine d'ailleurs, on va approfondir une des techniques pour le calcul sécurisé que nous avions introduite rapidement la semaine dernière, qui s'appelle le chiffrement homomorphe, et plus précisément le chiffrement totalement homomorphe. On va voir quelles sont les différentes nuances de chiffrement homomorphe. Mais avant, je voudrais commencer par quelques rappels de notions de base sur ce que c'est qu'un chiffrement. Donc ceux d'entre vous qui connaissent un peu de cryptographie, vous pouvez faire autre chose pendant 10 minutes. Donc c'est quoi un chiffrement ? Déjà, on va décrire l'interface. Donc il y a essentiellement trois opérations. Keygen, donc qui est la génération de clés. Donc ici, j'envisage dès le début un chiffrement dit asymétrique. Donc on a des paires de clés, une clé qui va servir pour le chiffrement et qui peut être rendue publique, et une clé qui va servir pour le déchiffrement et qui doit rester privée. Et bien sûr, cet algorithme Keygen, ce n'est pas une fonction déterministe, c'est un algorithme randomisé, puisqu'il faut générer de nouvelles clés à chaque fois qu'on l'appelle. Et puis, on a donc les deux opérations de chiffrement et de déchiffrement. Donc, chiffrement qui va être noté E comme encrypt en anglais, et D comme decrypt pour le déchiffrement. Donc, le chiffrement prend une clé publique, un message, qui peut être une suite de caractères, une suite de bits, un entier, et vous rend un message chiffré. Et le déchiffrement, qui fait l'opération inverse, donc étant donné une clé privée et un message chiffré, vous rend un message en clair. Alors, on veut que le déchiffrement soit déterministe. Il n'y a qu'un déchiffré valable pour un chiffré donné. En revanche, comme on l'a entrevu la semaine dernière, c'est bien si le chiffrement est randomisé, c'est-à-dire si on chiffre deux fois la même chose, le même texte clair, on obtient des chiffrés différents. Du coup, on ne peut pas déduire du fait que deux chiffrés sont égaux, on ne peut pas déduire que les textes clairs correspondants sont égaux. Alors, il y a deux aspects d'un chiffrement. Il y a la correction fonctionnelle et puis il y a la sécurité. Donc, la correction fonctionnelle, elle est assez évidente. C'est quand on chiffre puis on déchiffre, eh bien, on retrouve le message d'origine. Et donc ça, on peut écrire ça comme ça. Donc, déchiffrer avec la clé SK d'un chiffré avec la clé PK d'un message M, c'est toujours M. Après, c'est un petit peu rapide d'écrire ça comme ça, puisqu'on a des fonctions randomisées. Donc on peut dire un peu plus précisément, si on voit nos fonctions comme étant non déterministes, pour toute paire de clés envoyée par Keygen et pour tout message chiffré C envoyé par E de PK appliqué à un message M, on n'a que le déchiffrement de C avec la clé privée SK, c'est M. Donc ça, c'est la vision non déterministe. Vous pouvez avoir une vision probabiliste. Donc si vous faites ce petit processus qui tire une paire de clés PK-SK, puis qui tire un chiffré, qui le déchiffre et qui le compare à M, il va envoyer vrai avec une probabilité de 1. Bon. Et puis, il y a une manière que j'aime bien, au moins quand il s'agit de faire des preuves sur machine notamment, qui est de rendre l'aléa explicite. Du coup, Keygen est maintenant paramétré par un aléa, R, et ça devient une fonction déterministe de l'aléa. Et le chiffrement a aussi un paramètre de plus, qui est l'aléa qu'il utilise. Et du coup, l'égalité, c'est plutôt ça. D de SK, de E, de PK, de M et de R est égal à M pour tous les aléas possibles R. Voilà, donc ça, c'était la partie facile. C'est comment on s'assure qu'on ne perd pas d'informations quand on chiffre, puis on déchiffre. Maintenant, la partie difficile, c'est de s'assurer de la sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un bon chiffrement, un chiffrement qui cache correctement l'information? Alors il y a plusieurs notions dans la littérature. La plus ancienne, la plus forte aussi, c'est ce qu'on appelle la sécurité inconditionnelle. Alors de manière très informelle, c'est l'idée qu'un attaquant qui connaît divers couples texte clair, texte chiffré, et un chiffré C ne peut déduire aucune information du texte clair M. Alors c'est un résultat extrêmement fort, au point qu'il n'y a essentiellement qu'un seul schéma de chiffrement qui le vérifie, qui est le masque jetable, celui où la clé doit être aussi longue que le message et ne doit jamais être réutilisée. Pourquoi c'est
pourquoi c'est très fort? C'est parce que pour pratiquement tous les autres chiffrements, on peut toujours on pourrait toujours énumérer toutes les clés possibles, par exemple, les chiffrer et voir ce que ça donne, et on finirait bien par apprendre quelque chose sur le texte clair. Et donc, le bon modèle, c'est le modèle de sécurité calculatoire. Encore une fois, c'est informel, mais on va se restreindre à des attaquants qui s'exécutent en temps polynomial, en la taille des clés, donc ils n'ont pas une puissance de calcul infinie. En particulier, ils ne peuvent pas énumérer 2 puissance n clés possibles, par exemple. Donc un attaquant en temps polynomial en la taille des clés, qui connaît divers couples clairs chiffrés et un chiffré C, a une probabilité très faible, donc inférieure ou égale à epsilon de n, de déduire certaines informations du clair m. Alors epsilon, c'est ce qu'on appelle une fonction négligeable, une fonction qui décroît très vite avec n, par exemple 2 puissance moins n. Parce qu'évidemment, on peut toujours, si on tire au hasard quelques clés, avoir de la chance, et arriver à déchiffrer. Simplement, ça va être très, très improbable. Alors maintenant, il faut encore préciser un petit peu ce qu'on appelle le modèle d'attaque et ce qu'on appelle l'objectif de sécurité. Donc le modèle d'attaque, c'est de quelles informations l'attaquant dispose. Le modèle de sécurité, c'est qu'est-ce qu'il peut ou ne peut pas apprendre, en gros. Alors parmi les modèles d'attaque, historiquement, le plus classique, c'est ce qu'on appelle Known Plain Text Attacks, c'est KPA, c'est-à-dire que l'attaquant, par espionnage, il a obtenu des couples de textes clairs et de textes chiffrés. Mais il ne les a pas choisis, il a juste observé un certain nombre de messages chiffrés, et avec ça, il essaye de casser le chiffrement. L'étape d'après, c'est CPA, Chosen Plain Text Attack, où l'attaquant, on lui donne le moyen de chiffrer tous les textes clairs qu'il veut. Donc, il peut choisir un texte clair et obtenir son chiffré. C'est ce qu'on a automatiquement quand on est en chiffrement asymétrique et qu'on a publié la clé de chiffrement, d'accord ? Et donc, il a non seulement une infinité de paires clairs chiffrées, mais enfin tous les clairs chiffrés de son choix. Et alors encore plus puissant, c'est CCA, Chosen Ciphertext Attack. C'est comme CPA, sauf qu'en plus, l'attaquant, il peut demander à faire déchiffrer tout chiffré de son choix. Mais, sauf celui à attaquer, évidemment, parce que ce serait un peu trop facile. Voilà, donc il a quelqu'un à l'intérieur, une taupe, qui peut lui déchiffrer certains messages. Bon. Et pour les objectifs de sécurité, il y en a 2 principaux dans la littérature. L'un, c'est indistinguishability, donc le fait qu'on ne peut pas distinguer certaines choses. Plus précisément, que l'attaquant ne peut pas distinguer entre un chiffré et un texte aléatoire de la même taille, ou entre 2 chiffrés. D'accord. Et on va formuler ça plus précisément tout de suite. Et après, il y a un objectif qui est encore plus fort, qui est la non-malléabilité, NM. L'idée, c'est que, d'accord, on n'apprend rien sur le texte clair, mais peut-être qu'on peut quand même perturber le chiffré de telle manière à ce que, quand il sera déchiffré, il sera différent. Par exemple, on voudrait perturber notre chiffré C pour obtenir C' qui se déchiffre en C en le déchiffrement de C où un bit a changé. Et ça, il y a des chiffrements très forts, ne serait-ce que le masque jetable ou tous les chiffrements par flux, par exemple, qui sont trivialement malléables. Il suffit de faire changer le même bit sur le chiffré et ça va le changer sur le clair. Et d'autres chiffrés qui résistent en plus à ce type de modification. Alors oui, je vous ai promis plus de détails sur l'indistinguabilité. Donc voilà le critère IND CPA, qui est un peu le niveau de base, disons, de sécurité pour un chiffrement à clé publique. Et vous pouvez le présenter un peu formellement comme un jeu à 2 joueurs. Vous avez l'attaquant qui essaye de casser le chiffrement, et le challenger, lui, qui essaye de garder le secret de ses messages, en gros. Enfin, qui essaye de montrer que l'attaquant n'a pas de chance significative. Donc le challenger, il choisit une paire de clés, PKSK, et il envoie la clé publique à l'attaquant. L'attaquant choisit 2 messages, et en clair, les envoie à C. C prend un des 2 messages, le chiffre, et le donne à l'attaquant. Et maintenant, l'attaquant doit deviner si le chiffré qu'on lui redonne, c'est le chiffré de M1 ou bien le chiffré de M2. Et il peut choisir M1 et M2 comme il veut. Et il peut faire ça, ce petit jeu, autant de fois qu'il veut. Enfin, un nombre polynomial, de fois qu'il veut.
Et donc le chiffrement est un de ces CA, c'est PA, pardon, si la probabilité que l'attaquant devine correctement est essentiellement 1/2. C'est-à-dire que l'attaquant il ne fait pas mieux que quelqu'un qui tirerait au hasard, qui ferait un pile ou face pour dire quel est le message qu'il a obtenu. Et donc la probabilité c'est 1/2 plus ou moins epsilon de n, où epsilon est une de ces fonctions négligeables. Alors vous pouvez remarquer que si votre chiffrement est déterministe, il n'est pas randomisé, évidemment il n'est pas un de ces PA, et à clé publique, pardon, il n'est pas un de ces PA, puisque trivialement, il suffit de comparer pour l'attaquant le C que lui renvoie le challenger avec le chiffrement de M1 ou un chiffrement de M2 qu'il a fait en local. Donc c'est là que l'aspect randomisé du chiffrement est important. Bien. Et, ah oui, alors maintenant, comment est-ce qu'on prouve ce genre de résultat? Comment est-ce qu'on établit ce genre de résultat comme un de ces PA? Alors l'approche peut-être la plus développée pour les chiffrements à clé publique asymétriques au moins, c'est par réduction du problème de casser le chiffrement à un problème de résoudre un problème mathématique que l'on pense algorithmiquement difficile. Essentiellement, on montre que si on a une attaque, par exemple sur un de CPA, qui réussit avec une probabilité non négligeable, alors par réduction, on va en déduire un algorithme en temps polynomial probabiliste qui résout un problème algorithmiquement difficile. Alors, c'est quoi un problème algorithmiquement difficile? L'exemple classique, du moins si vous n'avez pas d'ordinateur quantique, c'est la factorisation. Si vous avez un nombre n qui n'est pas premier, essayez de trouver deux facteurs pq tels que n égale pq. Ou autre problème très regardé par les cryptographes, c'est le problème du logarithme discret. Donc vous avez un groupe grand G et un générateur petit g, et un élément du groupe. Vous savez qu'il existe un entier A tel que g puissance A égale x, c'est la définition d'un générateur. Maintenant, trouvez un tel A. Donc A, c'est un logarithme de x en base g. Et alors, dans certains groupes, c'est très facile. Les réels multiplicatifs, les entiers multiplicatifs, il suffit de calculer un logarithme. Et dans beaucoup d'autres groupes finis, c'est extrêmement difficile. On ne connaît pas d'algorithme efficace, de la même manière qu'on ne connaît pas efficace, c'était un polynomial en nombre de bits en la taille du problème, de la même manière que pour la factorisation, on ne connaît pas encore non plus d'algorithme polynomial. Alors après, il y a une relation un peu subtile, par exemple, entre la factorisation et le chiffrement RSA. Donc tout le monde sait que si on sait factoriser, alors on casse trivialement le chiffrement RSA. C'est ce qui explique pourquoi, avec un ordinateur quantique, par exemple, on casse RSA, parce qu'on a un algorithme de factorisation efficace, l'algorithme de Shor. Ceci dit, il n'y a pas de réduction, c'est-à-dire qu'on pourrait casser RSA sans pour autant être capable de factoriser. En revanche, il y a une réduction de casser un chiffrement ou une signature RSA au problème RSA, qui est de calculer des racines EIM modulo n, où E est premier avec phi de n. Donc ça, on a une réduction, et par ailleurs, on ne connaît pas d'autre manière d'attaquer le problème RSA que de factoriser grand N. Bon, mais on n'a pas démontré qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Même chose pour les chiffrements comme à base d'exponentiation modulaire dans un groupe comme L-Gamal, qu'on a vu la semaine dernière rapidement. Si on sait résoudre le logarithme discret, alors on casse trivialement ces algorithmes de chiffrement. En revanche, il n'y a pas de réduction non plus. En revanche, si on peut casser un tel algorithme de chiffrement, certains problèmes, comme le problème Diffie-Hellman, sont résolus. Diffie-Hellman, c'est étant donné deux éléments du groupe, G puissance A et G puissance B, trouver l'élément du groupe qui correspond à G puissance AB. Voilà, donc ça c'est des exemples de problèmes algorithmiquement difficiles pour un ordinateur classique, et ces quatre sont faciles pour un ordinateur quantique, mais rassurez-vous, il y a aussi des problèmes difficiles, même pour un ordinateur quantique. Et un exemple, c'est le problème dit MQ, qui consiste à résoudre un système d'équations polynomiales, avec les polynômes à plusieurs inconnus, de degré 2. D'accord. Et certains systèmes de chiffrement post-quantique ont été proposés sur la base de ce problème qui reste difficile pour un ordinateur quantique.
Bien. Et dernier point, avant de parler de chiffrement homomorphe, donc c'est comment est-ce qu'on essaye de quantifier la sécurité, avoir une idée quelles sont les bonnes tailles de clés, en gros, qui font que les attaques connues sont inopérantes. Donc pour ça, on aime bien introduire ce qu'on appelle le paramètre de sécurité, noté lambda, et si on se donne un lambda raisonnable, par exemple 112, la plus petite valeur recommandée aujourd'hui, ou alors 128, qui est beaucoup plus raisonnable, on a les meilleures attaques connues sont en temps au moins 2 puissance lambda. Et alors vous voyez que, donc là j'ai mis quelques tailles de clés recommandées par le NIST, l'organisme de standardisation. Et alors ça dépend du type d'algorithme. Si vous faites du chiffrement symétrique à clé secrète, la taille de la clé est essentiellement le paramètre de sécurité. Donc pour sécurité 128 bits, vous chiffrez avec AES 128 bits. En revanche, pour des fonctions de hachage, vous avez besoin de hash qui font 2 fois la taille, 2 fois le paramètre de sécurité, parce qu'il y a une attaque de collision par le théorème des anniversaires qui est en racine carrée de l'espace des hachés possibles. Et donc, c'est ça qui vous fait le facteur 2 ici. Donc, si vous voulez une sécurité, entre guillemets, 228 bits, vous avez besoin de SHA 256 bits. Si vous faites du chiffrement qui s'appuie sur la factorisation des entiers, comme RSA, là, il va falloir des clés beaucoup plus grosses pour avoir un niveau raisonnable de sécurité, parce que les algorithmes de factorisation qu'on connaît sont quand même relativement efficaces et continuent à faire des progrès. Et donc, par exemple, pour une sécurité de 128 bits, on recommande des clés d'au moins 3072 bits. En revanche, si vous utilisez des algorithmes à base de courbes elliptiques, là, la taille recommandée des courbes elliptiques, c'est à peu près 2 fois le paramètre de sécurité. Et là aussi, parce qu'il y a une attaque qui est à peu près en racine carrée. Bon, j'ai un spécialiste dans la salle qui fait un peu la grimace, mais bon, je simplifie, mais c'est à peu près ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est maintenant les algorithmes post-quantiques, dont on parlait tout à l'heure. Donc, ils existent, mais eux aussi ont besoin de tailles de clés assez importantes. Par exemple, MLDSA, qui est une signature post-quantique qui a été récemment standardisée. Il faut des tailles de clés de l'ordre de... Alors ça, il y en a une, c'est la clé publique, et l'autre, la clé secrète. J'ai oublié laquelle est laquelle. Mais de l'ordre de 2560 bits, par exemple, pour une sécurité de 128 bits. Voilà. Donc, on va passer maintenant au chiffrement homomorphe par plusieurs étapes. Donc, on va commencer par le chiffrement dit semi-homomorphe, parce qu'il est homomorphe pour exactement une opération. Et on va voir plus tard que ce qui nous intéresse, c'est d'être homomorphe pour 2, par exemple addition et multiplication. Mais on va commencer doucement avec un chiffrement homomorphe pour une seule opération. Alors, disons que c'est l'addition de nos messages en clair. Et donc, le chiffrement, il est homomorphe pour l'addition. Si vous avez une opération sur les chiffrés, que je vais noter plus dans une boîte, qui peut être l'addition ou toute autre combinaison de chiffrés, tel que le chiffré d'une somme, c'est le plus boîte des chiffrés. D'accord ? Si vous avez C1 qui est un chiffré de M1, C2 qui est un chiffré de M2, alors C1 boîte plus boîte C2, c'est un chiffré de M1 plus M2. Et en particulier, donc, si vous déchiffrez ce chiffré, C1 boîte plus C2, vous retrouvez M1 plus M2. D'où ce petit diagramme qui commute qu'on avait déjà vu la semaine dernière. Alors, un exemple qu'on avait vu la semaine dernière, c'est RSA. Alors, RSA de base, donc RSA sans padding, RSA déterministe, qui est homomorphe, alors pas pour l'addition, mais pour la multiplication. Donc les chiffrements RSA, je vous rappelle, le chiffré c'est élevé à la puissance E modulo n, et déchiffré c'est élevé à la puissance D modulo n. Donc n c'est le produit de deux nombres premiers, E c'est la clé publique, fait partie de la clé publique, c'est un nombre premier avec la fonction d'Euler, phi de n, et la clé secrète c'est un inverse de E modulo phi de n. Dans ce cas-là, phi de n, c'est le produit P-1 Q-1. Et on voit
de manière assez évidente par les propriétés de l'exponentiation, d'accord, que le produit de deux chiffrés, E de M1, E de M2, c'est le produit de M1 puissance E, M2 puissance E, c'est la même chose que M1, M2 puissance E, c'est un chiffré de M1 fois M2 modulo N. Donc la multiplication modulo N sur les clairs a pour opérateur homomorphe la multiplication modulo N sur les chiffrés. Donc c'est une très jolie propriété. Le problème, c'est que ce n'est pas vraiment utilisable parce que RSA déterministe, sans ajout d'aléas, n'est pas un CPA et donc a plein de faiblesses. On l'avait vu la semaine dernière sur notre petit protocole de vote électronique. Ça permet de deviner trivialement les messages clairs si l'espace des messages clairs est petit. Et donc bien sûr, quand on utilise RSA dans le monde réel, on rajoute du padding aléatoire, de l'aléa dans le chiffrement, mais tous les schémas de padding aléatoire connus cassent la propriété d'être homomorphe vis-à-vis de la multiplication. Bon. Donc c'est pas RSA qu'on va utiliser par la suite. Alors, un autre chiffrement homomorphe, cette fois-là plus utile, parce que lui, il est un de ces PA. Encore une fois, je me trompe toujours entre CCA et CPA. Mes excuses. Donc, c'est le chiffrement d'El-Gamal. Alors, il y a deux variantes. Il y a la version de base que je montre ici, et puis la version exponentielle qu'on va voir juste après. Donc, dans les deux cas, on a un groupe fini, G, multiplicatif, d'ordre Q, engendré par un générateur petit g. La clé secrète, c'est un entier entre 1 et Q, 1 et Q-1. Et la clé publique, c'est G puissance X. Donc c'est le xème élément du groupe, si vous les énumérez à partir du générateur. Et comment on chiffre un message M, qui est lui aussi un entier entre 1 et 0 et Q-1, eh bien, on va le multiplier par un bruit. Le bruit, c'est la clé publique élevée à la puissance R, où R est aléatoire. Et pour avoir un peu un témoin de ce qu'on a fait, mais sans révéler R, on va aussi révéler G puissance R, donc le Rème élément du groupe. Et vous voyez que, oui, les messages ici, excusez-moi, j'ai dit une bêtise, les messages ici sont des éléments du groupe G, pour qu'on puisse faire la multiplication. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas des entiers a priori. Désolé. Donc les messages sont des éléments de G, et le chiffrement, c'est essentiellement multiplié par H puissance R. Et comment on déchiffre? Eh bien, si on connaît la clé secrète X, on forme A puissance X, donc si c'est bien produit par un chiffrement, ça va être de la forme G puissance R X, qui est la même chose que, G puissance R puissance X, qui est la même chose que G puissance X puissance R, c'est-à-dire H puissance R. Donc on a retrouvé H puissance R, on l'inverse, et on multiplie par la deuxième composante du message, qui annule le bruit H puissance R et retrouve le message M. Voilà. Et ce chiffrement, il est homomorphe pour l'opération de composition du groupe, puisque si vous composez un chiffrement de M1 et un chiffrement de M2, enfin point à point, donc vous obtenez ce produit ici, ce produit là, et donc c'est de la forme G puissance R, H puissance R fois M1 fois M2, où R, c'est la somme des aléas que vous aviez utilisés pour M1 et pour chiffrer M1 et pour chiffrer M2, et donc c'est bien un chiffré de M1.M2. Et maintenant, si on veut des messages qui ne sont pas des éléments de G, mais plutôt des entiers, parce que c'est quand même plus facile à manipuler, on utilise le chiffrement d'El-Gamal exponentiel. Et en fait, étant donné un entier, un message clair qui est un entier, on va le coder sous la forme G puissance M. Et du coup, le chiffrement de M par L-Gamal exponentiel, c'est le chiffrement de G puissance M par L-Gamal normal. Donc c'est G puissance R, H puissance R fois G puissance M, avec R aléatoire. Et pour le déchiffrement, on déchiffre comme avec L-Gamal usuel, donc ça nous donne G puissance M. Et maintenant, on va retrouver M par un calcul de logarithme discret en base G. Alors, en général, c'est trop coûteux pour pouvoir être fait, mais si l'espace des messages M est petit, c'est pas très coûteux, en fait. On peut le faire en racine carrée de M à peu près. Donc, et c'est souvent le cas que les messages qu'on chiffre
dans ce type de protocole utilisant L gamma l'exponentielle sont petits. Ça peut être des votes, comme on avait vu la semaine dernière, donc 0, 1. Ça peut être des sommes d'argent, si vous faites des transactions financières, ou je sais pas, des nombres de bitcoins, j'en sais rien. Bref, ce n'est pas des nombres très très grands. D'accord ? Donc le problème du logarithme discret, le logarithme discret reste calculable. Et donc, on obtient un chiffrement qui est homomorphe pour l'addition des messages modulo Q. Et ça, c'est une propriété très utile. Et ça se déduit immédiatement du fait que L gamma, lui, est homomorphe pour le produit des éléments du groupe. Et donc ça, c'est une propriété qui est très sympathique, notamment pour des applications comme décompter des votes ou faire des sommes de quantité d'argent, etc. Bien, et alors le dernier chiffrement semi-homomorphe qu'on va regarder, c'est aussi un chiffrement qui est additif, et qui, lui, n'a pas cette restriction sur le fait que les messages doivent être relativement petits, sinon on n'arrive pas à déchiffrer. C'est le chiffrement de Pellier, du nom de son inventeur, Pascal Pellier, et alors qui repose sur une observation que je trouve très jolie et très simple. C'est que si vous calculez des logarithmes discrets modulo n carré, certains d'entre eux sont très faciles à calculer. Parce que si vous avez un nombre de la forme 1 puissance n, c'est ça votre générateur, que vous élevez à la puissance x, d'accord, on va faire le développement binomial, on a 1, on a x fois n, on a quelque chose fois n carré, quelque chose fois n cube, quelque chose fois n puissance 4, etc. Et tous les termes à partir de n carré du troisième, du terme en n carré, sont divisibles par n carré et donc égaux à 0 modulo n carré. D'accord ? Et donc finalement, 1 plus n puissance x, c'est la même chose que 1 plus x fois n, modulo n carré. Et donc, on a un logarithme trivial sur ces nombres. Vous définissez L de U comme étant U moins 1 sur n, et vous avez bien que L de 1 plus n puissance x modulo n carré, c'est x. Donc ça a bien pris le logarithme en base 1 plus n. Et donc le système de Pellier, il s'appuie là-dessus. Je ne vais pas vous faire les calculs complètement détaillés, mais c'est un peu long, mais pas très très compliqué. Donc la clé, c'est... donc on part comme pour RSA de deux nombres premiers, P et Q, secrets, de même longueur à peu près. Et la clé publique, donc c'est le produit PQ, et le générateur qui est en fait 1 plus n. D'accord. Et la clé secrète, ça va être un peu comme dans RSA, la fonction de l'aire de n, c'est-à-dire P-1, Q-1, et un facteur correctif bêta qui se calcule à partir de alpha et qui va nous aider pour déchiffrer. Et du coup, pour chiffrer un message M, on prend un nombre aléatoire, R, premier avec n de préférence, et on calcule G puissance M fois R puissance n. C'est un peu comme dans L gamma. On élève notre générateur à la puissance M et on multiplie par un bruit bien aléatoire qui est R puissance n. Maintenant, pour déchiffrer, mais rappelez-vous que G est de la forme 1 plus n. Donc, si on arrive à masquer le bruit, on va avoir 1 plus n puissance m, et on sait retrouver m par le logarithme discret trivial qu'on a vu tout à l'heure. Et donc le déchiffrement, c'est ça. L'idée, c'est on va élever C, le chiffré à la puissance alpha, qui est l'aire de phi de n, et ça, par la magie de la fonction de l'aire, ça va essentiellement nous annuler ce facteur de bruit r puissance n, et maintenant on se retrouve avec un nombre dont on peut calculer le logarithme discret de manière triviale, et il faut encore le corriger par le facteur bêta pour retrouver notre nombre initial. Voilà. Et ce qui est très joli dans ce chiffrement, c'est il a la même forme un peu que L gamma, c'est-à-dire le message sert d'exposant au générateur, et du coup il est homomorphe pour l'addition modulo n. Donc le produit de deux chiffrés, c'est bien un chiffré de la somme, m1 plus m2 modulo n, et ça marche aussi pour la multiplication par une constante. Si vous prenez un chiffré et que vous l'élevez à la puissance k, vous obtenez un chiffré de k fois m modulo n. D'accord ? Voilà.
En revanche, il n'est pas du tout homomorphe pour la multiplication en général. Il n'y a pas de relation entre le chiffré du produit M1, M2 et les chiffrés de M1 et de M2. Donc on n'en est pas encore à avoir le chiffrement totalement homomorphe qu'on voudrait, mais c'est un très bon chiffrement semi-homomorphe, chiffrement additif. Très bien. Allons vers le chiffrement totalement homomorphe. Et donc, c'est un chiffrement qui est homomorphe pour deux opérations, donc typiquement l'addition et la multiplication. Alors ça peut être d'entiers, modulo P, et même juste des entiers modulo 2, ça nous serait déjà extrêmement utile. Parce que si on a un tel chiffrement homomorphe pour l'addition et la multiplication, on peut évaluer homomorphiquement, donc sur des arguments chiffrés, plein de choses. On peut évaluer des polynômes à plusieurs variables, et surtout on peut évaluer des circuits booléens, par un codage très simple des circuits sous forme d'opérations arithmétiques, donc une arithmétisation des circuits qui est très simple. Donc par exemple une porte logique non. Si vous êtes en arithmétique modulo 2, c'est juste prendre l'argument x et faire plus 1. Puisque si l'entrée c'était 0, vous obtenez 1, si l'entrée c'était 1, vous obtenez 0, c'est bien la négation booléenne. Et si vous êtes en modulo P plus grand que 2, c'est plutôt 1 moins x que vous allez faire. La porte E, donc celle dont la sortie est vraie seulement si les deux entrées sont vraies, ben c'est le produit, dans tous les cas, x fois y. La porte OU, alors dans le cas général, ben c'est en fait le nom E de la négation des entrées, donc c'est 1 moins x, 1 moins y. Et en modulo 2, ça simplifie un tout petit peu en x plus y plus x fois y. Et puis le OU exclusif, alors c'est là que le modulo 2 est vraiment sympathique, le OU exclusif c'est l'addition, modulo 2. Et modulo P strictement plus grand que 2, c'est une formule un peu plus compliquée, x plus y moins 2 fois xy. Bien, donc vous voyez qu'on peut prendre un circuit, le transformer en essentiellement un polynôme, à plusieurs variables, les variables étant les entrées du circuit, et ça calcule la même chose. Alors quelques petits exemples, parce que j'aime bien dessiner des circuits en LaTeX. Donc ça c'est un exemple d'école, c'est l'additionneur complet 1 bit, donc qui prend 3 entrées sous la forme d'un bit, A et B, qui sont les deux choses à additionner, et puis une retenue entrante, c'est in, c'est comme carry. Et donc, avec quelques portes logiques, vous obtenez la sortie S, qui est donc la somme A plus B plus C in, enfin le bit de poids faible, et ici C out, qui est la retenue sortante, si la somme ne tient pas sur un bit. Et si vous écrivez les polynômes correspondants, ben, ils sont tout simples. S, c'est A plus B plus C in modulo 2. Et C out, alors si vous transcrivez exactement le circuit que j'ai écrit, qui est le circuit classique, vous obtenez une formule qui n'est pas très jolie, mais qui simplifie en AB plus AC in plus BC in, modulo 2. Et après, vous pouvez reprendre cette formule et la retranscrire en circuit. Ça marche aussi, vous obtenez un circuit un petit peu différent qui doit avoir une porte de plus, donc c'est pour ça qu'on préfère celui qui est là. Mais on verra que celui-là a de meilleures propriétés vis-à-vis de l'évaluation homomorphe. Bien. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout cet additionneur complet? Ben, par exemple, on peut faire un comparateur d'entiers n bits. Donc, si on a A et B qui sont des entiers sur n bits, les comparer, en fait, c'est faire la soustraction A moins B, et puis voir s'il y a une retenue sortante. La soustraction A moins B, c'est A plus le complément de B plus 1. Et donc, on va utiliser notre additionneur, enfin notre additionneur qu'on va chaîner. Lui donner une retenue initiale de 1, lui donner des entrées qui sont les bits de A et les bits de B inversés, et on va regarder la retenue sortante. Si elle est vraie, c'est que A est supérieur ou égal à B, si elle est fausse, c'est qu'il est strictement plus petit. Alors si on veut aussi savoir si A est égal à B ou différent de B, alors on pourrait regarder les bits de la différence, d'accord. Mais en fait, on obtient un circuit plus simple et qui marchera mieux par la suite en faisant directement le XOR des entrées, bit à bit, et puis le OU de tous les bits qu'on a ainsi obtenus. Et on obtient un bit qui est 1 si A et B diffèrent sur au moins un bit, et 0 s'ils sont égaux sur tous les bits. Bon, donc voilà des petits circuits qui peuvent servir.
par exemple pour faire des recherches dans des données, d'accord. Et si on avait un chiffrement homomorphe pour l'addition et la multiplication, on pourrait évaluer tous ces circuits de manière homomorphe, c'est-à-dire sur des bits chiffrés, et des entrées chiffrées qui sont des bits chiffrés, et puis on obtiendrait des sorties chiffrées. Problème, essentiellement, on n'a pas de chiffrement simple qui soit totalement homomorphe et sûr, au sens qui résiste aux attaques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait montré un petit extrait de cet article fondateur de Rivest, Adelman et Dertouzos en 1978, On Databanks and Privacy Homomorphisms, qui introduisait l'idée du chiffrement homomorphe. Et en fait, il proposait un ou deux chiffrements homomorphes qui étaient un peu des variantes de RSA, donc avec des modulos P et des modulos Q. P et Q, c'est les deux facteurs du module. Et ça date de l'époque où, dans les actes des conférences, on transcrivait les questions et les réponses, enfin quelques-unes. Et donc, on peut voir à la fin de l'article les questions qu'a reçues Rivest. Et il y avait un certain Michael Rabin dans la salle. Je ne sais pas si vous connaissez Rabin. Il avait déjà son prix Turing à l'époque pour ses travaux sur les automates et il commençait à travailler sur la crypto. C'est par exemple l'auteur d'un très beau test probabiliste de primalité. Et donc il y a un certain Michael Rabin dans la salle qui dit « Non mais ça ne va pas du tout votre truc, j'y crois absolument pas à la sécurité de votre chiffrement homomorphe. » Et donc il commence à esquisser des attaques. Donc là, voilà, blablabla, blablabla. Donc il y a at least spotty partial information which is going to be protected. Et Rivest, à la fin, qui conclut en disant « Oui, tous les systèmes que j'ai présentés, je crois, sont vulnérables à des variations sur votre attaque, et je ne les considère pas satisfaisants précisément pour ces raisons. » Voilà, donc Rivest admet sa défaite. Et de 1978 jusqu'à 2009, on ne connaîtra, personne ne sera capable de faire un chiffrement totalement homomorphe. D'accord. Mais on introduira des chiffrements dits faiblement homomorphes. C'est des chiffrements qui sont homomorphes pour l'addition et la multiplication, mais pour un nombre limité d'opérations. Comme on va le voir, c'est des chiffrements basés sur le bruit. Le niveau de bruit augmente à chaque opération, et quand il est trop grand, on ne peut plus déchiffrer. Le déchiffrement renvoie des résultats faux. N'empêche qu'un chiffrement faiblement homomorphe, c'est intéressant parce que ça permet d'évaluer homomorphiquement des circuits de profondeur bornée. S'il n'y a pas trop de portes logiques entre l'entrée et la sortie, si vous restez dans les capacités de votre chiffrement faiblement homomorphe, vous pouvez l'évaluer de manière homomorphe. Et donc, ce qui a tout changé en 2009, c'est l'invention par Craig Gentry d'une procédure dite de bootstrap, qui permet d'obtenir un chiffrement totalement homomorphe à partir d'un chiffrement faiblement homomorphe, donc qui permet de dépasser cette limite sur le nombre d'additions et de multiplications que vous pouvez faire. Et donc on va voir ces deux étapes dans la construction d'un chiffrement totalement homomorphe. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire comme chiffrement faiblement homomorphe? Et ça, on continuera la semaine prochaine aussi. Et puis, c'est quoi cette fameuse procédure de bootstrap? Alors, donc nos chiffrements faiblement homomorphes, ils sont, celui qu'on va voir aujourd'hui et ceux qu'on verra la semaine prochaine, ils sont tous basés sur la même idée, qui est que chiffrer, c'est ajouter du bruit. Donc vous trouvez ça dans tout ce qui est chiffrement par réseau euclidien, tout chiffrement à base de problèmes LWE qu'on verra la semaine prochaine. Chiffrer, c'est ajouter beaucoup de bruit au message, et tellement que le message est noyé, et l'attaquant n'apprend rien. Mais il y a une structure cachée dans le bruit qui permet de l'éliminer si on connaît la clé privée. Pas forcément l'éliminer complètement, mais avec la clé privée, on va pouvoir réduire le bruit de telle manière que après, ce sera facile de retrouver le texte clair. C'est celui qui est le plus proche, d'une certaine manière, du chiffré débruité qu'on a obtenu à l'aide de la clé privée. Alors, c'est un peu vague ce que je dis là, donc on va essayer de rendre ça plus concret, à l'aide d'un chiffrement bruité qui a été introduit par Van Dyke, Gentry et co-auteurs en 2010. Alors c'est un chiffrement qui n'est pas très
utilisable en pratique. Vous allez voir pourquoi. Les tailles de messages, de clés, etc. sont complètement délirants, mais qui est très pédagogique parce qu'il n'utilise que des nombres entiers et des calculs modulo et des congruences. D'accord. Alors que les systèmes qu'on verra la semaine prochaine utilisent un peu plus de maths. Mais donc là, on n'a que des nombres entiers et des divisions et des modulos, donc tout le monde comprend, n'est-ce pas? Et donc, dans ce système, la clé privée, c'est un entier impair, P. Et alors, on va d'abord faire du chiffrement symétrique, donc si on connaît la clé privée, on chiffre des bits, juste 0 ou 1. Et le chiffrement d'un bit B, il est de la forme PQ plus 2R plus B. Donc Q, c'est un entier naturel aléatoire, assez grand. Donc P fois Q, ça fait déjà beaucoup de bruit. Et en particulier, comme P est impair, le bit de poids faible de P fois Q, il est non prévisible, d'accord, c'est le bit de poids faible de Q, il est non prévisible, et donc, si on l'additionne au bit B, on a complètement masqué le bit B. Mais comme ça ne suffit pas tout à fait comme masquage, on va aussi rajouter 2 fois R, où R c'est un autre bruit, un entier relatif, positif ou négatif, aléatoire, mais pas très grand. Donc il faut qu'il soit strictement plus petit que P sur 4, sinon on n'arrivera pas à déchiffrer. Mais on le multiplie par 2, ce qui fait qu'il ne va pas perturber le bit B. D'accord, le bit B, ça reste le bit de poids faible de 2R plus B. Donc c'est ça le chiffrement. Donc rajouter 2 formes de bruit, un multiple de P et un nombre pair, mais pas trop grand. Et le déchiffrement, c'est cette formule, alors qu'on va expliquer sur le transparent suivant. C'est diviser C par P, arrondir au plus proche, faire C moins P fois ça. Donc c'est essentiellement faire une espèce de modulo, C modulo P en arrondissant au plus proche, et extraire le bit de poids faible. Et une autre manière d'écrire ça, c'est le bit de poids faible du quotient arrondi au plus proche, C sur P, ou exclusif, le bit de poids faible de C. Alors, pourquoi ça marche? Qu'est-ce qu'on est en train de faire sur le chiffrement et qu'est-ce qu'on est en train de faire sur le déchiffrement? Alors voilà une petite illustration. Donc là, c'est la droite des chiffrés possibles. Et vous voyez qu'il y a des points qui sont importants, qui sont les multiples de P. D'accord? P fois Q moins 1, P fois Q moins 1, P fois Q plus 1. Parce que donc c'est autour de ces points qu'on va additionner B, notre message en clair, et 2R, notre bruit, qui est relativement petit. Alors je l'ai dessiné sous forme d'une gaussienne, parce que c'est plus joli. Mais donc on voit qu'autour des multiples de P, on a des zones où il y a donc des 2R plus B. Maintenant, si vous connaissez le chiffret C et la clé secrète P, c'est facile de retrouver Q. Il suffit de diviser, d'accord, par exemple vous êtes ici, d'accord, il suffit de diviser ce chiffret par P et d'arrondir au plus proche. Et donc le plus proche, c'est ce multiple de P, PQ. Donc la division, ça va donner Q. Si j'avais été un peu plus à gauche, j'aurais plutôt arrondi vers Q-1. Bon. OK. Maintenant, si vous faites C moins PQ, vous retrouvez 2R plus B. Et pour retrouver B, il suffit d'éliminer 2R, et pour ça, il suffit de prendre modulo 2. Et voilà. Et comme je l'ai fait remarquer tout à l'heure, P est impair, PQ est donc impair, et si seulement si Q est impair, donc le bit de poids faible de PQ, c'est le bit de poids faible de Q, et du coup, on peut aussi retrouver le bit comme ça, donc ce qui économise une multiplication. Et alors, vous voyez que, moralement, Q suffit pour masquer le bit B, puisque le bit de poids faible de PQ est complètement aléatoire, d'accord? Donc PQ plus B, ça a masqué le bit B. À quoi sert R? R, il n'est pas là pour masquer B, puisqu'il change d'autres bits. R, il est là pour empêcher une attaque dite par PGCD approché, que je vous résume ici. Donc si vous avez des nombres xi qui sont tous de la forme PQI plus EI, où E est une petite erreur, c'est un nombre relativement petit, ça fait égal à grand E, est-ce que vous pouvez retrouver votre nombre secret P? Alors si E était égal à 0, s'il n'y avait aucune erreur, ce serait très facile, il suffit de prendre des PGCD entre différents nombres. Ils sont tous divisibles par P. D'accord, donc forcément, P est un de leurs facteurs, donc P va diviser le PGCD,
Et la plupart du temps, P sera égal au PGCD, si vos Q sont suffisamment aléatoires. Et donc, en calculant le PGCD de xi, xj pour quelques paires ij, vous retrouvez immédiatement votre nombre P. Maintenant, si l'erreur est petite, si E est inférieur ou égal à 1, ce qui serait le cas, par exemple, si on faisait des chiffrements ici sans rajouter 2R, on aurait des nombres qui sont tous de la forme PQ ou PQ plus 1. Ben là, c'est pas compliqué, il suffit de faire la même attaque par PGCD en considérant aussi x plus 1, xi plus 1 et xi moins 1. D'accord ? Ça fait un peu plus de PGCD à calculer. Un certain nombre seront égaux à 1, ou avec des tout petits facteurs. Un certain nombre seront strictement plus grands que P, et un certain nombre seront égaux à P. Et ça va sauter aux yeux quelle est la bonne valeur de P. Et donc, le problème devient difficile, en revanche, si l'erreur est suffisamment grande, ainsi que le nombre P, ainsi que les facteurs multiplicatifs QI. Et là, tous les algorithmes connus sont exponentiels en la taille de l'erreur. Alors, Van Dyck et co-auteurs, dans leur article, ils expliquent un petit peu cet argument. Et du coup, ils recommandent des tailles en fonction d'un paramètre de sécurité lambda. Et alors, c'est là qu'on voit que les tailles sont quand même assez énormes pour avoir une sécurité raisonnable. Donc, ils recommandent des erreurs de lambda bits, un nombre secret P avec lambda carré bits et des facteurs multiplicatifs avec lambda puissance 5 bits. Donc, par exemple, si on prend un facteur de sécurité de 100, ce qui n'est pas énorme aujourd'hui, vous vous retrouvez donc 100 puissance 5, c'est 10 puissance 10, c'est donc 10 milliards, c'est ça. Donc vous vous retrouvez avec des chiffrés, PQ plus 2R plus B, de l'ordre de 10 milliards de bits, donc un peu plus d'1 gigaoctet par chiffré. Bon, c'est beaucoup pour chiffrer un seul bit, mais bon, voilà. On verra comment on fait mieux la semaine prochaine. Donc, mettons de côté ce petit problème des tailles déchiffrées. Ah oui, je ne vous ai pas non plus expliqué comment on fait du chiffrement à clé publique. Parce que pour le moment, on suppose qu'on a le facteur P, la clé secrète, comme sous la main. Eh bien, il y a une manière assez simple qui consiste, et qui s'applique pour d'autres chiffrements aussi, qui consiste à dire que la clé publique, ça va être un ensemble de chiffrements de zéro. Donc, c'est un ensemble de PQI plus 2RI. D'accord, donc qui tous se déchiffrent en zéro, mais qui, vu de l'extérieur, si vous ne connaissez pas P, ont l'air complètement aléatoires. Et pour chiffrer un bit P en utilisant cette clé publique, vous prenez un sous-ensemble aléatoire de vos chiffrés de zéro, vous faites la somme, ça reste un chiffré de zéro, vous remettez une dose de bruit, 2R, et vous mettez le bit B. Et ça va faire quelque chose qui, si vous avez bien géré la quantité de bruit, se déchiffre en B. Voilà. Alors là aussi, il y a des recommandations un peu étonnantes dans l'article de Van Dyck et compagnie. Ils recommandent d'utiliser, donc, comme taille de clé publique, lambda puissance 5 chiffré de 0. Chacun étant de taille lambda puissance 5, d'accord, ce qui fait lambda puissance 10 bits pour la clé publique. Donc là, on est à 10 puissance 20 pour lambda égale 100. Je ne suis même pas sûr que ça rentre dans aucun ordinateur de ma connaissance, mais enfin bon, c'est pas grave. La sécurité n'a pas de prix. Et encore une fois, on fera mieux la semaine prochaine. Bien, mais ce qui est l'important, au moins pour aujourd'hui, dans ce chiffrement, c'est qu'il est faiblement homomorphe pour l'addition et pour la multiplication. Donc pour l'addition, si vous additionnez deux chiffrés, donc deux nombres de la forme PQI plus 2RI plus BI, d'accord, et puis que vous regroupez un peu les termes, vous avez un multiple de P, un multiple de 2, et B1 plus B2 modulo 2. Et donc, ça va se déchiffrer en B1 XOR B2, B1, qui est B1 plus B2 modulo 2, à condition que l'erreur, le terme d'erreur que vous avez ici, R1 plus R2 plus un petit quelque chose, soit suffisamment petit. Ah oui, pardon, j'ai oublié d'insister. Si par exemple vous partez d'un nombre qui se déchiffre correctement en B, par exemple un nombre qui est ici, et puis vous ajoutez du bruit, vous ajoutez 2R', tant que vous restez dans cette zone, ça va toujours se déchiffrer en le même bit B, d'accord ? Mais dès que vous passez à la zone suivante, ça va a priori se déchiffrer en le complément de B, d'accord, puisque le bit de point faible de Q a changé. Et donc, on peut ajouter du bruit, augmenter le bruit après le chiffrement initial, pourvu qu'on reste relativement proche
du multiple de P initial. Et donc tout le problème, ensuite, ça va être de comment est-ce qu'on gère le bruit, en particulier pendant les opérations homomorphes. Donc voilà, donc ici, tant que le bruit résultant R1 plus R2 plus la retenue de B1 plus B2 reste dans les bornes, on est bon, on a bien obtenu un chiffrement de B1 plus B2 modulo 2, c'est-à-dire de B1 XOR B2. Alors pour la multiplication, ça marche aussi, au sens que si vous faites le produit de deux chiffrés, toujours de la forme PQ plus 2R plus B, et que vous développez, vous avez un gros terme qui est multiple de P, vous avez un petit terme qui est le produit B1 B2, et vous avez un terme intermédiaire qui est 2 fois 2R1 R2 plus R1 B2 plus R2 B1. Et ça, c'est bien un chiffrement de B1 et B2, à condition que le terme d'erreur qui soit ici, et qui est en gros proportionnel à R1 R2, soit suffisamment petit. Voilà, donc ça c'est très joli. On a notre chiffrement homomorphe, donc pour deux opérations, mais il y a ce petit problème du bruit qui augmente pendant les opérations. Alors si on essaie de quantifier un petit peu, donc le bruit d'un chiffré, je vais dire que c'est le nombre de bits de R dans l'écriture C égale PQ plus 2R plus B. D'accord. Et pour que C se déchiffre correctement en B, il faut que le bruit il soit strictement plus petit, donc que le nombre de bits de P moins 2. Tant que c'est vrai, vous êtes suffisamment proche du multiple PQ pour que ça se déchiffre correctement. Vous retrouvez Q et vous retrouvez B. Et dès que c'est plus grand, ça se déchiffre plus correctement. Et ce bruit, il augmente lentement par addition homomorphe. Rappelez-vous, si on avait des bruits initiaux R1, R2, le bruit après addition, c'est R1 plus R2 plus une retenue. Et donc, si on regarde le nombre de bits de cette quantité, donc le nombre de bits, c'est inférieur ou égal au max des bruits de C1 et de C2, éventuellement plus 1 s'il y a une retenue. Après, si vos bruits sont, par exemple, gaussiens autour de 0, la somme de bruits gaussiens autour de 0 reste gaussienne autour de 0, donc vous vous éloignez jamais beaucoup de 0. Et donc, en gros, on peut presque ignorer ce plus 1 qui est ici. Donc le bruit augmente essentiellement pas du tout, ou très peu, ou pas du tout, pendant les additions homomorphes. Donc c'est bien, ça veut dire qu'on va pouvoir en faire un très très grand nombre de suites, avoir un circuit avec des tonnes de portes XOR. Problème, c'est la multiplication homomorphe. Parce que elle, si vous partez d'un bruit R1 et R2, vous obtenez un bruit qui est dominé par 2 R1, R2. Et donc là, le nombre de bits de 2 R1, R2, c'est le nombre de bits de R1, donc le bruit de C1, plus le nombre de bits de R2, c'est-à-dire le bruit de C2, plus 1. Et là, le bruit, il augmente beaucoup plus vite, et il va assez rapidement atteindre ce nombre maximum ici. Et donc c'est pour ça qu'on va se concentrer sur ce qu'on appelle la profondeur multiplicative du circuit. Donc en gros, on ignore les portes XOR, on dit qu'elles introduisent essentiellement zéro bruit. En revanche, on s'intéresse au nombre maximal de portes et OU entre une entrée et une sortie. D'accord ? Et donc on peut voir que si vous avez un bruit initial de lambda bits sur vos entrées, comme recommandé par Van Dyck et compagnie, et si P est de taille lambda carré bits, toujours comme recommandé, en fait un petit calcul montre que la profondeur multiplicative de votre circuit, elle est limitée, alors au mieux à lambda, si vous avez un circuit filiforme comme ça, et au pire à logarithme en base 2 de lambda, si vous avez un circuit arborescent comme celui-là. D'accord. Donc là, donc le circuit filiforme, vous voyez, toutes les entrées ont une erreur de lambda, et au bout de la première multiplication, vous avez 2 lambda plus 1, au bout de la deuxième, vous avez 3 lambda plus 2, et au bout de d multiplication, ou d la profondeur, vous avez d lambda plus d moins 1. Et donc, en gros, vous pouvez aller jusqu'à d égale lambda, ou d égale lambda moins 1, mais pas au-delà. Et là, en revanche, vous avez une croissance exponentielle. Si toutes les entrées sont un bruit de lambda, les sorties de la première couche, c'est 2 lambda plus 1.
Les sorties de la deuxième couche, c'est 4 lambda plus 3. Et les sorties de la dième couche, c'est 2 puissance d lambda plus 2 puissance d moins 1. Et ça atteint lambda carré, en gros, dès que 2 puissance d atteint lambda. Et d'où la limite de l'ordre de log carré de lambda. Alors ça veut dire quoi en pratique? Donc toujours lambda égale 100, mettons. Eh bien, ça veut dire que vous pouvez faire un comparateur d'entier 32 bits, mais tout juste. Ça passe au millimètre. En revanche, le 64 bits, non, pas question. Pourquoi? Parce que si vous étudiez le circuit additionneur qu'on a vu tout à l'heure, alors si on parle de l'additionneur classique qu'on trouve dans Wikipédia, on voit que la retenue, le bruit sur la retenue, il augmente lambda, 4 lambda plus 3, 7 lambda plus 6, etc. Avec un autre circuit, on peut peut-être avoir des facteurs 2, 4, ici. Mais bon. Et au bout de 32 bits, on se retrouve avec un bruit de 97 lambda plus 96, si mes calculs sont justes, qui est juste en dessous de lambda carré, si lambda égale 100. C'est vraiment ric-rac. Et puis, si vous faites le comparateur d'égalité, là, c'est l'autre forme de circuit. Ça, c'était le circuit filiforme. Et ça, c'est le circuit en forme d'arbre parfait. Et donc là, vous finissez, après les 5 couches de circuit, avec 32 lambda plus 31 comme bruit. Donc, il reste encore de la marge. Voilà. Donc, on peut évaluer des circuits de profondeur multiplicative limitée et qui ne sont pas inintéressants, mais on ne peut quand même pas aller très très loin. C'est ça ce qu'il faut retenir pour aujourd'hui. Encore une fois, la semaine prochaine, on verra des astuces qui permettent notamment de mieux maîtriser le bruit lors des multiplications. Du coup, il est temps de parler de la fameuse procédure de bootstrap, ce qui va nous permettre, peut-être, d'arriver à un chiffrement totalement homomorphe. Donc, comment est-ce qu'on veut faire? Comment est-ce qu'on va faire si on a un circuit qu'on veut évaluer homomorphiquement et qui a une profondeur multiplicative trop grande? Par exemple, au lieu de mon comparateur 32 bits, maintenant je veux un comparateur 64 bits. D'accord? Et j'ai toujours que lambda égale 100. On pourrait y arriver si on avait un moyen de réduire le bruit à certains points du circuit. D'accord? Imaginons qu'on ait un circuit magique débruiteur qui prend un texte chiffré très bruité et qui ramène son bruit au degré minimal lambda. D'accord? Du coup, on est reparti pour 32 bits de plus, d'accord, où le bruit va monter tranquillement, et puis si on veut un comparateur 128 bits, on va à nouveau débruiter, et puis on peut aller aussi loin qu'on veut, d'accord? Le seul problème, c'est qu'il faut construire ce circuit débruiteur. Et alors, il y a une idée extrêmement naturelle qui est que pour réduire le bruit, essentiellement, il suffit de déchiffrer et puis de rechiffrer. D'accord? Là, j'ai mon chiffré très bruité, EPQ plus 2R plus B, où R approche le seuil des P sur 4. Je déchiffre, j'obtiens le bit B. Je rechiffre avec un petit bruit R'. J'ai un chiffré qui est équivalent à B, au chiffré d'origine, pardon, et qui est peu bruité. Génial. Le problème, c'est que le calculateur, la personne ou l'ordinateur qui évalue le circuit de manière homomorphe, il n'est pas censé avoir la clé secrète P. Il n'est pas censé savoir déchiffrer. Quand sinon, c'est trop facile. Il déchiffre toutes les entrées, il fait le calcul normal, il rechiffre la sortie. Hop. Bon. Donc le calculateur, il n'a pas accès à la clé de déchiffrement P. Et quelque part, on peut se dire que... Est-ce qu'il y a vraiment d'autres moyens de réduire le bruit? Si on est capable de réduire le bruit arbitrairement loin, c'est presque comme si on était capable de déchiffrer. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que, regardons de plus près l'algorithme de déchiffrement D. D'accord? Et imaginons qu'on va le réaliser par un circuit. Rappelez-vous, le déchiffrement, c'est une division et un XOR, et on peut faire des circuits de division. Alors, il vaut mieux faire une multiplication, pas un inverse, mais bon, c'est un circuit. On peut écrire tout un tas de portes logiques qui vont faire cette opération. Maintenant, supposons que la profondeur multiplicative de ce circuit n'est pas trop grande. D'accord?
et qu'elle soit donc suffisamment faible pour qu'on puisse l'évaluer avec notre chiffrement faiblement homomorphe. D'accord ? À ce moment-là, on peut avoir un circuit d'échappement qui est homomorphe AD, sauf qu'il prend des entrées chiffrées et il produit des résultats chiffrés. D'accord ? Alors, je vous rappelle, les entrées du circuit de déchiffrement, c'est la clé privée P, un bit par bit de la clé privée, et le chiffré C, donc un bit par bit du chiffré, et il sort un seul bit qui est le texte clair. Maintenant, si je regarde sa version homomorphe, elle prend les mêmes entrées chiffrées, elle produit le même résultat chiffré. Donc elle va prendre en entrée la clé P chiffrée, avec la clé publique. Elle va prendre en entrée le chiffré surchiffré, avec la clé publique. Et elle va produire le texte clair chiffré. Et le texte clair chiffré, c'est un nouveau chiffré. D'accord ? Ça va être un PQ' plus 2R' plus B, qui, en fait, se déchiffre en B, de la même manière que l'entrée C se déchiffre en B. D'accord ? Et donc, on a notre circuit débruiteur, d'une certaine manière. On prend C, on prend la clé secrète chiffrée, on rechiffre C, on le passe dans le circuit de déchiffrement homomorphe, et il ressort un chiffré. Et le bruit de ce chiffré, qui est équivalent à l'entrée, ne dépend que de la profondeur multiplicative du circuit. Et il est indépendant du bruit de l'entrée C. D'accord ? Donc, on a réduit le bruit de C à un niveau connu, qui est la profondeur multiplicative du circuit. Bon. Alors, il y a plein de choses qui posent problème dans cette approche. Ah oui, pardon. Alors oui, bon, il y a un petit problème. Cette idée qu'on va chiffrer une clé secrète avec sa propre clé, une clé privée avec sa propre clé publique, que les cryptographes n'aiment pas trop en général, parce que ça s'appelle la sécurité circulaire, et ça n'a jamais été tellement étudié. On pourrait craindre que, vu qu'il y a des corrélations très fortes entre la clé secrète et la clé publique, ça soit plus facile à attaquer qu'un chiffrement d'un message quelconque. Bon, mais de toute manière, ça c'est pas très difficile à éviter. Il suffit de changer les clés au moment du bootstrap, d'accord ? Donc, on peut tout à fait prendre un chiffré C avec la clé. Donc, on peut tout à fait se donner. Enfin, la personne qui prépare le calcul peut se donner une suite de clés privées publiques, P1, PK1, etc. Il va donner au calculateur les clés publiques et les clés privées chiffrées avec les clés publiques d'après. D'accord ? Donc P1 chiffré avec PK2, P2 chiffré avec PK3, etc. Donc on n'a pas d'hypothèse de sécurité circulaire. Et du coup, notre circuit D, il va recevoir un chiffré de niveau I, donc avec la clé PI. Il va recevoir la clé PI chiffrée au niveau I plus 1. Il va surchiffrer C au niveau I plus 1. Et il va obtenir un clair chiffré au niveau I plus 1. D'accord ? Et donc, à chaque fois qu'on fait un coup de débruitage, on consomme une paire de clés publiques, virgule, clés chiffrées, clés privées chiffrées, oui, enfin bref, clés privées chiffrées. Bon, donc ça, c'était pas un gros problème. En revanche, il y a d'autres problèmes beaucoup plus sérieux qui sont tous liés à la profondeur multiplicative du circuit de déchiffrement, qui est énorme, et donc, a priori, qui va exploser ce qu'on peut évaluer de manière homomorphe. Alors, regardons un petit peu plus près la tête de ce circuit de déchiffrement. Donc, je vous rappelle, déchiffrer, c'est diviser C par P, arrondir au plus proche, prendre le bit de poids faible et faire un XOR avec le bit de poids faible de C. Bon, prendre le bit de poids faible et faire un XOR, ça ne coûte rien, mais comment est-ce qu'on fait la division ? Alors, les algorithmes classiques de division, c'est plutôt des algorithmes itératifs, bon, donc ça va pas être, ça rentre pas très bien dans les circuits. En revanche, on peut faire la multiplication par un quasi-inverse. Donc un quasi-inverse de P, c'est un nombre P',
et puis un décalage grand N, tel que P' sur 2 puissance grand N, c'est très proche de 1 sur P. Et du coup, on se retrouve à calculer C fois P', ça c'est un circuit de multiplication, conceptuellement beaucoup plus simple. Extraire le bit de numéro n, enfin diviser par 2 puissance n et prendre le bit de poids faible, c'est extraire le bit numéro n du résultat et faire un XOR. Donc, toute la complexité du circuit, elle est dans la multiplication par P'. Ah oui, j'oubliais, P' et grand N, du coup, ils peuvent être communiqués alors, sous forme chiffrée par... au lieu de communiquer les clés P, secrètes P chiffrées, on va communiquer les pseudo-inverses P' sur 2 puissance n chiffrées. Bon, ce ne sera pas un calcul à faire dans le circuit de déchiffrement. Mais ce qui reste à faire dans le circuit de déchiffrement, c'est C fois P', et ça va être coûteux. Si on regarde un peu la tête des circuits de multiplication, sous forme de polynôme, c'est un polynôme de degré élevé, au moins égal au nombre de bits de P. Il y a des termes, des monômes qui vont être au moins égal au nombre de bits de P. Et donc, dans notre exemple avec les paramètres de Van Dyck, ça va être donc un polynôme de degré au moins lambda carré. Or, de manière homomorphique, on peut évaluer que des polynômes de degré lambda, à peu près, d'accord, par lambda multiplication successive, ou un arbre de multiplication de profondeur de log 2 de lambda, c'est exactement la même chose. Donc on ne va pas arriver à évaluer cette multiplication homomorphiquement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est là que Gentry, donc dans sa thèse en 2009, propose une alternative, mais qui est compliquée et dont la sécurité n'est pas très claire. Donc son idée, c'est de changer le schéma chiffrement, en fait, pour que le déchiffrement soit très simple, mais qu'on espère que ça reste quand même sécurisé. Donc, en gros, les seuls calculs sur un grand nombre de bits qu'on peut faire, avec peu de profondeur, c'est des produits scalaires. Donc, c'est multiplier par des petits nombres et puis faire une somme. Même si la somme est énorme, c'est pas grave. En revanche, il faut qu'il y ait peu de multiplication. Et donc il envisage une autre représentation de l'inverse 1 sur P. Donc pas sous forme d'un pseudo-inverse, P' divisé par une puissance de 2, donc, qui est aussi un nombre en virgule fixe, mais sous forme d'une somme de nombres en virgule fixe. Et donc, dans la clé publique, on va aussi tirer au hasard un grand nombre de grand N de nombres en virgule fixe, entre 0 et 2, je crois, donc pas trop grand. Et pour la clé privée, on va identifier un sous-ensemble S, un sous-ensemble de... Pardon. Oui, on va utiliser un sous-ensemble de ces nombres pour approcher 1 sur P. Plus exactement, on va commencer par choisir des nombres qui approchent 1 sur P, et puis les compléter par plein d'autres nombres, et, en virgule fixe. Et du coup, la clé privée, ça va être un vecteur de bits, de n bits, qui dit quels sont les YI qu'il faut intégrer dans la somme pour retrouver 1 sur P. Et donc, 1 sur P, ça va être ce produit scalaire des SI par les YI. Et on va maintenir cette double représentation sous forme d'un nombre et sous forme d'un produit scalaire de nombres en virgule fixe à travers toutes les opérations de chiffrement, d'addition homomorphe, de multiplication homomorphe. Et donc, un chiffré d'un bit B, ça va être comme avant un entier C égale PQ plus 2R plus B, mais aussi des nombres en virgule fixe qui approchent C sur P. D'accord ? Tel que donc, le produit scalaire, quand on sélectionne les bits qui vont bien de la clé secrète, c'est C sur P. Et du coup, à tout moment, on peut calculer cette somme et déchiffrer. D'accord ? À condition de connaître S, à condition de savoir quels bits sont à 1 et quels bits sont à 0 dans la somme. Et du coup, ce déchiffrement,
lui, il peut être réalisé par un circuit de faible profondeur multiplicative. Et donc Gentry analyse la profondeur multiplicative comme étant n fois alpha fois un polynôme en logarithme de alpha. Donc n, grand N, c'est le nombre la quantité de nombres en virgule fixe qu'on ajoute à la clé publique et à tous les chiffrés. Et alpha, c'est le nombre de bits à 1 dans la clé secrète et qu'on peut choisir relativement petit, mais pas trop, parce que sinon ça devient un problème de subset sum et qui est difficile dans certains cas, mais pas toujours. Donc voilà à peu près comment Gentry s'en tire à la fin de son travail et obtient un chiffrement homomorphe, complètement homomorphe, au moins en principe. Alors, en principe, parce que il est quand même extrêmement coûteux, donc toutes les opérations a priori sont coûteuses, le bootstrap l'est aussi énormément, mais voilà, donc c'est une preuve de faisabilité, et c'est quand même un très très grand résultat. Bon, je vais terminer un petit peu en avance, en fait. Ça va permettre de prendre plus de questions. Donc, où est-ce qu'on en est ? On a vu qu'on savait faire des chiffrements semi-homomorphes, donc qui sont homomorphes pour une seule opération, soit la multiplication, soit l'addition, mais qui sont efficaces et dont la sécurité est prouvée par réduction à des problèmes mathématiques bien étudiés, enfin algorithmiques et mathématiques bien étudiés. Alors, on a vu qu'on pouvait construire un chiffrement faiblement homomorphe, donc à base d'entiers, qui est homomorphe pour un nombre limité d'addition et de multiplication, alors surtout de multiplication. Et par ailleurs, il n'est pas très efficace lui-même, et les chiffrés, les clés publiques sont énormes. Et on a vu cette procédure de bootstrap, donc qui permet d'obtenir, mais il faut travailler quand même, un chiffrement totalement homomorphe à partir d'un chiffrement faiblement homomorphe, à condition que le déchiffrement puisse être fait par un circuit relativement simple, ce qui, du coup, aussi met des contraintes sur le chiffrement qu'on peut utiliser. Voilà. Et donc, la semaine prochaine, on va voir comment est-ce qu'on peut rendre tout ça à la fois plus efficace et plus utilisable, donc avec d'autres formes de chiffrement faiblement homomorphes, qui sont plus, notamment avec des chiffrés et des clés beaucoup plus compactes, avec d'autres techniques pour gérer les multiplications qui permettent d'avoir du bruit qui monte moins vite, et d'autres techniques qui permettent de faire le bootstrap de manière plus efficace aussi, et éventuellement de le combiner avec d'autres calculs, ce qui est aussi tout à fait intéressant. Voilà, eh bien écoutez, donc je termine avec quelques références. Donc, si vous avez besoin d'un peu plus de background sur le chiffrement, je vous recommande à nouveau le petit livre, enfin le livre, moins de 300 pages de Jean-Philippe, moins de 400 pages de Jean-Philippe Aumasson, la cryptographie déchiffrée, et notamment les chapitres 1, 3 et 9, donc, qui parlent de chiffrement, de sécurité prouvée, de modèles d'attaque, etc. Et des problèmes, genre problème RSA ou problème Diffie-Hellman, sur lesquels on s'appuie. Et puis, donc, ce que je vous ai montré sur le chiffrement homomorphe par bootstrap, donc c'est la thèse de doctorat de Craig Gentry en 2009, et c'est très très bien résumé et vulgarisé dans cet article des Communications of the ACM de 2010, qui est en accès libre, et que je vous recommande de lire si le sujet vous intéresse. Voilà, et bien écoutez, je vous propose d'arrêter là, et on reprendra la semaine prochaine. Merci.